ambassadeurs et ambassadrices, bienvenue. Bonjour, soyez les bienvenus. Welcome, please. Join us on the stage. Bienvenue, merci de nous rejoindre sur scène. Et ce sont donc Marie-Cécile Tardieu, Harley Davis, Birgitta Finander et Laurent Foulana qui nous rejoignent. Thank you for being here. Bienvenue. Merci. Madame Tardieu, vous êtes directrice générale déléguée de Business France Invest. Business France travaille justement à guider les entreprises étrangères dans leurs projets d'implantation en France. Nous en parlions à l'instant. Nous sommes ici dans un point d'attractivité très fort du territoire. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, s'il vous plaît, les enjeux justement de ces investissements étrangers ici en France? Bonjour à tous. Un chiffre, 31 décisions d'investissement étrangers en France par semaine. L'enjeu, c'est de réussir à rester en Europe la première destination d'accueil des investissements étrangers, comme nous le sommes depuis 2019 et 2020. Ce que nous faisons à Business France, c'est aller au contact des investisseurs étrangers. Avec nos équipes partout dans le monde, nous recueillons à peu près 5000 entretiens par an et les amener dans les territoires. Cet enjeu, il est majeur pour l'économie française quand on voit la contribution des entreprises étrangères, tant dans l'emploi, la recherche et développement et tout le développement territorial de notre pays. Donc, nous avons un marché considérable en France, qui est la première force d'attractivité de notre pays, ce marché qui ouvre les portes à l'Europe entière. Nous avons également une main-d'œuvre très qualifiée, qui est particulièrement attractive pour les investisseurs étrangers. Au-delà des aspects structurels de notre attractivité, nous avons eu des mesures pro-business qui ont convaincu les investisseurs étrangers de venir en France. Et dans ces 2 dernières années qui ont quand même modifié radicalement l'environnement géopolitique et économique mondial, nous avons eu d'abord une gestion du Covid qui a permis de maintenir l'attractivité de la France et les conditions économiques pour les entreprises françaises et étrangères. Et nous avons aujourd'hui le plan France 2030 qui répond à cet enjeu d'attractivité, puisque ce n'est pas simplement une réponse à la crise, c'est une réponse aux défis considérables qui se présentent à nous aujourd'hui, notamment le défi de la transition écologique. Donc nous avons aujourd'hui avec ce plan France 2030 la capacité d'aller de l'innovation jusqu'à la production. Donc pour nous, l'enjeu d'attractivité, c'est vraiment de réussir à amener des investisseurs étrangers pour contribuer à la transformation économique de la France. Vous nous le disiez, il y a des répercussions qui sont immédiates et qui sont concrètes. Hein. Effectivement, ces investissements étrangers, c'est 45 000 emplois qui sont créés ou sauvegardés sur les territoires. Vous avez commencé à nous le dire, nous sommes un marché important, nous sommes une porte d'entrée vers l'Europe, mais au fond, quels sont les atouts très différenciants de la France? Pourquoi est-ce que les gens viennent innover chez nous? On observe vraiment de la part des investisseurs étrangers un certain nombre de réponses vraiment récurrentes sur les raisons pour lesquelles ils viennent en France. La force, je le disais, du marché français est telle que beaucoup d'entreprises étrangères nous disent que vous êtes un marché précurseur. C'est-à-dire que quand une entreprise veut innover, elle voit dans le marché français en fait la capacité de tester un certain nombre de produits auprès du consommateur ou auprès de l'écosystème économique qui l'entoure, et ensuite de pouvoir le développer. Donc nous avons une grande capacité d'innovation, qu'elle soit publique ou privée, qui permet d'avancer sur les nouvelles frontières, je dirais, économiques. Deuxièmement, la main-d'œuvre qualifiée, de façon vraiment récurrente. Les entreprises nous indiquent qu'elles trouvent, notamment dans les ingénieurs français, et j'ai écouté le directeur de l'Institut de Polytechnique tout à l'heure vanter effectivement les classements dans lesquels la France se trouve. Donc nous avons cette main-d'œuvre qualifiée. Et puis nous avons des dispositifs publics de soutien, notamment le crédit impôt recherche, qui est particulièrement apprécié des entreprises. Mais aujourd'hui, je crois que ce que demandent les entreprises étrangères, c'est de l'agilité. Ce qu'elle demande, c'est la capacité des acteurs économiques à répondre rapidement aux attentes, aux besoins. Et la force que nous essayons d'avoir collectivement, c'est de pouvoir unir l'intégralité des pouvoirs publics et des acteurs économiques pour pouvoir répondre avec agilité. Et c'est ce que nous appelons, nous, autour de Business France, la Team France Invest.
Vous rappeliez à l'instant l'excellence de la recherche française. Il faut effectivement se souvenir que le CNRS est le deuxième organisme de recherche dans le monde en nombre de publications et le CEA, le deuxième organisme de recherche déposant le plus de brevets en Europe. Nous sommes ici aussi dans un autre pôle d'excellence. Vous disiez de l'agilité. Évidemment, c'est une des clés de l'efficacité et c'est aussi une des clés pour répondre aux défis à venir. Quelle place, justement, joue le pôle de Paris-Saclay où nous sommes dans ce dispositif que vous venez de nous décrire? Nous sommes à une époque où il faut pouvoir marquer les esprits, il faut pouvoir se vendre. Et c'est très important de pouvoir identifier en fait un ensemble, comme l'a aussi très bien présenté, l'ont présenté les interlocuteurs tout à l'heure. On a ici à Paris-Saclay l'intégralité en fait d'un écosystème. Et nous avons une marque reconnue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand nous nous adressons à des investisseurs étrangers, ils visualisent le potentiel de Paris-Saclay. Et c'est, je pense, un point très important, c'est de pouvoir rassembler sur un même lieu à la fois la recherche, à la fois les grands groupes français, mais aussi des grands groupes étrangers qui viennent apporter leur contribution. Le monde universitaire, la recherche, l'économie. Donc c'est vraiment cette capacité qu'a Paris-Saclay à être une marque reconnue parmi les grands pôles aujourd'hui de recherche au monde. Et ce que nous essayons de faire Business France avec Paris-Saclay, c'est de nouer des partenariats et de les présenter à l'international, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons ce réseau qui est à l'étranger, qui nous permet de connecter en fait les différents mondes. Et de la sorte, cet écosystème extrêmement performant est perçu comme une porte d'entrée, un lieu très facile d'accès, parce que cette agilité, cette rapidité, on voit bien, on est en concurrence avec énormément de pôles, à la fois de compétitivité, des pôles extrêmement performants en matière de recherche. Donc il faut s'unir, et Business France essaye d'apporter sa contribution pour la projection à l'international. Nous sommes allés en Turquie en visio récemment avec Paris-Saclay, nous les accompagnons dans la zone rhénane, en Corée, au Japon. Nous pensons qu'il faut absolument, bien sûr, faire venir les meilleurs du monde entier pour encore renforcer Paris-Saclay. Merci Madame Tardieu. Alors, on est ravis aussi d'accueillir un deuxième invité avec nous. Évidemment, nous présenterons nos deux autres invités juste après vous. Laurent Fulana, vous êtes président d'Oriba France. On vous a invité justement, et merci d'être avec nous, parce que vous faites partie de ces entreprises qui avaient choisi Paris-Saclay pour notamment implanter l'un de vos centres R&D en France, et particulièrement vos 3 centres mondiaux. Alors, Oriba France, je rappelle un tout petit peu ce que c'est, mais vous allez peut-être sans doute nous donner plus d'infos là-dessus. Vous êtes une entreprise spécialisée dans la fabrication d'instruments de mesure et de matériel optique. Vous êtes présent dans 150 pays. Vous embauchez 8500 collaborateurs aujourd'hui. Pourquoi et pour quelles raisons avez-vous choisi Paris-Saclay comme l'un de vos centres R&D ? Alors, merci de me donner l'opportunité de présenter Oriba et effectivement d'expliquer les raisons de notre implantation. Comme vous l'avez dit, on est un partenaire clé à la fois du monde académique, scientifique, avec la fourniture de ces moyens de mesure, mais également du monde industriel. On fournit des solutions qui permettent à nos clients d'accélérer l'innovation. Et pour moi, et pour nous, cette étroitesse avec le monde scientifique est absolument importante pour fournir les bonnes solutions, pour comprendre les problématiques en amont, mais également on fournit des moyens de contrôle de procédés dans le monde industriel qui permettent d'augmenter l'efficience de nos clients. L'implantation en France, déjà, d'Oriba, remonte à un peu plus d'une vingtaine d'années, qui s'est fait par l'acquisition d'une société qui est bien connue dans le monde de l'optique, qui s'appelait Jobin-Yvon, dont on a fêté le bicentenaire dans ces lieux, ici, à l'École Polytechnique, il y a quelques années. Et la vocation, en fait, de cette colonne vertébrale qu'on a constituée par acquisition, c'est d'être à la pointe de l'innovation sur, justement, ces moyens d'instrumentation optique qui font partie de la tradition qui a été développée par Jobin-Yvon. Et donc, Oriba France est un centre d'excellence qui développe une demi-douzaine de technologies clés pour le groupe. Donc, les développe, les produit et les exporte à partir de la France.
qui servent plusieurs marchés stratégiques. Alors les technologies pour lesquelles on est les plus connus sont la spectroscopie Raman et les réseaux de diffraction. On reviendra sans doute un petit peu là-dessus plus tard. Les grands marchés qu'on adresse, c'est le marché de l'énergie qui en ce moment fait parler de lui. On est particulièrement actif dans le domaine de l'hydrogène, oui, où on accompagne les acteurs clés français pour leur développement, leur maturité industrielle, mais également le marché des semi-conducteurs, un marché extrêmement important aussi en Europe, et puis enfin le marché des sciences de la vie. Et dans chaque cas, on fournit des moyens d'investigation qui nous permettent qui permettent à nos clients de mieux comprendre en fait la structure des matériaux qu'ils développent, leur performance, leur fiabilité et puis les façons de les produire. Et donc l'implantation ici dans cet écosystème, pour nous, ça répond à plusieurs objectifs. Cette proximité avec les problématiques académiques. On a par exemple travaillé de façon très étroite avec Gérard Mourou, qui est prix Nobel de physique 2018, en lui fournissant, en l'occurrence, des réseaux de diffraction qui ont été clés dans les travaux qui ont conduit à son prix Nobel sur les lasers haute puissance. Donc ces partenariats académiques, on en a plusieurs. On est actionnaire de l'IPVF, l'Institut français du photovoltaïque, oui, ici. On a des partenariats avec l'Institut C2N également. Donc ça, c'est important. Il y a une autre raison, c'est la proximité avec des industriels, avec des sociétés comme Thales, mais également d'autres, présents sur ces marchés cibles des sciences du vivant, de la physique haute puissance, des semi-conducteurs. Il est important pour nous d'avoir cette proximité qui passe par une proximité géographique également. Et puis enfin, recruter des talents. L'an dernier, sur le site de Palaiseau, on a recruté plus de 30 alternants. Donc on a cette proximité avec le monde de l'éducation et effectivement la qualité des écoles présentes sur le plateau est pour nous un atout au niveau mondial. Et donc tout ça mis bout à bout fait que ça va de soi en fait d'être présent pour nous ici. Et je dirais peut-être le dernier point qu'on développe particulièrement depuis quelques années, c'est l'open innovation, c'est-à-dire d'aller chercher en dehors de nos murs les sources d'innovation. Et Horiba se positionne en fait là aussi entre le monde académique et le monde industriel avec des capacités d'industrialiser ce que des petits labos peuvent inventer en termes de moyens de mesure, mais qui n'ont pas les moyens d'industrialiser, de robustifier pour en faire des solutions pour nos clients industriels. Alors, on joue le rôle de pont, en fait, voilà, exactement, et de rampe de lancement sur des projets qui demandent justement à être industrialisés, ce qui ne peut pas être fait par tout le monde, évidemment, et pas forcément par des petits laboratoires, dont le rôle n'est pas forcément d'être ce que vous êtes, vous, cette rampe de lancement. On l'a bien compris, ça, Laurent Fulana. Venir à Saclay quand on est une entreprise, ce n'est pas gratuit, c'est, j'imagine, ce qu'on peut dire en anglais un commitment. Ouais, vous avez récemment investi 10 millions d'euros supplémentaires, je crois, par rapport à votre premier investissement. Pourquoi avoir investi 10 millions de plus? Pour quel objectif? Alors, il se trouve que cet investissement a été réalisé pour asseoir et poursuivre notre leadership dans le domaine des réseaux de diffraction dont je parlais plus tôt. Et donc, c'est une des technologies clés, non seulement pour Horiba France, mais pour le groupe Horiba, sur laquelle on se distingue. Et pour nous, c'était important de continuer à développer des moyens de production basés en France pour asseoir notre leadership sur cette technologie. Donc, concrètement, juste pour terminer sur votre témoignage, qui est très intéressant, ça représente aujourd'hui des équipes qui sont ici au quotidien à Paris-Saclay? Bien sûr, sur la région parisienne, donc sur le plateau de Paris-Saclay, on aura à peu près 250 personnes. On a aujourd'hui une centaine de postes ouverts, parce que je dois dire que sur le marché à la fois de l'hydrogène et des semi-conducteurs, il y a une vraie dynamique. D'ailleurs soutenu très efficacement par le gouvernement et un certain nombre de dispositifs qui font de la France vraiment une destination attractive. On en parlait tout à l'heure en coulisses. Moi, je fais la promotion de la France au sein du groupe et c'est bien compris comme ça. La France a des atouts vraiment reconnus au niveau mondial et qui sont en particulier reconnus chez Horiba.
Justement, nous allons parler de ces atouts et nous allons en parler avec notre prochain invité. Il est anglophone, nous allons donc passer en anglais. Harley Davis, Harley Davis, vous êtes vice-président responsable de l'automatisation, l'intelligence artificielle chez IBM France. Et en fait, IBM a son pôle le plus important de R&D ici à Saclay, qui éclipse ce que vous avez par ailleurs à Sophia Antipolis notamment. Vous avez un grand nombre de chercheurs qui travaillent ici au quotidien. Ils travaillent sur quoi précisément? Alors, dans un premier temps, IBM. Nous sommes l'un des plus gros acteurs informatiques dans le monde. Des ThinkPad, on les associe à nous, ainsi que des caisses enregistreuses, on ne les fait plus. Mais IBM, c'est le premier appui à l'économie mondiale, aux grandes sociétés, pour permettre à celles-ci de tirer avantage des innovations qui se font jour aujourd'hui. Donc en fait, nous sommes concentrés sur deux zones. Le cloud hybride, pour permettre aux sociétés de tirer avantage de leurs ressources informatisées, et l'intelligence artificielle, permettre d'exploiter des données qui s'amplifient, qui se dilatent, pour permettre à la société et pour permettre à leurs clients de tirer leur épingle du jeu. Nous avons 3000 chercheurs à travers le monde, nous avons 500 000 développeurs à travers le monde pour forger ces solutions et proposer des conseils. Et en France, nous sommes centrés précisément sur ce qu'on appellerait l'intelligence artificielle fiable, dont on peut parler clairement, de façon transparente, pour permettre aux sociétés de mieux comprendre ce qui se passe sur ce terrain-là, permettre à rendre davantage fiables ces modèles et plus faciles à déployer au quotidien pour ces sociétés. Donc en France, nous façonnons une batterie de produits, de services pour permettre à nos clients de faire siennes ces innovations. Et donc vous faites cela ici, la création d'une IA facile à comprendre, fiable, ce que vous faites ici précisément, exactement. Donc, on peut prendre peut-être des clients qui examinent des cas de fraude de carte de crédit. Donc, ils veulent élaborer des modèles, mais ils veulent voir si ces modèles vont être compréhensibles, vont être aboutis. Donc, nous développons des nouvelles techniques pour soutenir ce type de projet. Et nous faisons cela ici, sur ce plateau, précisément. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi Paris-Saclay comme plateau, justement, pour mener ce type de recherche? Alors, c'était assez facile à prendre comme décision. Notre ambition, il y a quelques années, visait à créer une nouvelle interactivité avec nos clients, avec l'écosystème commercial. Nous voulions créer un centre de co-création, co-innovation, qui allait intégrer toute la chaîne de valeur de l'innovation. Alors ça implique la recherche fondamentale, et à ce titre, il fallait travailler avec l'écosystème universitaire, qui est vraiment concentré ici sur ce plateau. Et en même temps, il fallait développer de nouvelles technologies, de nouveaux produits qui allaient capitaliser sur ce matelas novateur. Et donc, nous travaillons avec les clients dont leurs pôles de recherche sont situés précisément ici, en vue donc de créer des produits qui soient féconds. Et nous voulions susciter des projets avec tous ces clients, et nous voulions rassembler cela dans un pôle. Donc ici, nous avions l'accès aux universitaires, l'écosystème universitaire, l'Université de Paris-Saclay, l'Institut des hautes études scientifiques, entre autres, et nous avions également tout près notre base de clientèle. Voilà, donc c'était évident comme choix. Puis, il y avait aussi le fait que, pour nous, il faut tourner nos regards vers l'avenir. Nous existons depuis plus d'un siècle, notre présence française date de plus d'un siècle, et donc, en fait, l'avenir de notre société et des problèmes auxquels nous sommes confrontés passe par l'innovation technologique, et en étant pionniers en la matière. Donc, ici, notre présence sur ce plateau nous permet de nous rapprocher des établissements scolaires, des universités, en vue
de créer un écosystème marqué par davantage de collaboration, ramener beaucoup plus de talents dans ce vivier pour vitaliser une diversité parmi ce sang frais qui vont remédier à ces problèmes si importants, que ce soit l'environnement ou autre. Bon, nous allons y passer tout à l'heure dans la journée. Merci. Alors, vous auriez pu mener ce débat en français, n'est-ce pas? Presque 30 ans que je suis en France, donc... J'en étais sûr. Merci beaucoup, en tout cas. Thank you very much. And, Merci à vous. Et puis, enfin, mais ce n'est pas la dernière grande personnalité de l'estrade, vous êtes chef d'Ericsson, le pôle R&D d'Ericsson en France. Tout le monde connaît Ericsson, bien entendu, mais je vous rappelle qu'Ericsson, c'est un grand acteur économique, un équipementier, avec une présence dans plus de 180 pays, avec des effectifs qui dépassent les 100 000. Je le dis en guise d'incise. Mais l'un de vos pôles de R&D est situé ici, depuis 2020, ici à Saclay. Pourquoi? D'abord, merci de votre invitation. Je suis ravi d'être parmi vous et de parler d'Ericsson. Alors, cela n'a pas été une décision aisée à prendre, constituer un centre R&D. Nous avons mené des analyses au préalable et nous voulions renforcer notre présence des R&D et notre activité européenne. Donc nous avons examiné nos clients, le profil de nos clients, l'écosystème en arrière-plan, pour les petites sociétés, des start-up, en passant par les très grandes sociétés, les talents. C'est vraiment essentiel d'avoir de bonnes compétences. Et tout cela nous a permis de prendre une décision, la décision de s'implanter en France. Alors, avant, nous n'avions pas de présence des R&D en France. Nous avions des pôles commerciaux et de livraison, mais pas de R&D. Et toutes les R&D d'Ericsson portent sur un portefeuille mondial. Donc, quelle que soit la présence de ces R&D, en fait, ces R&D vont alimenter en produits et en services des clients à travers le monde. Donc, c'était une analyse menée en profondeur et qui nous a fait comprendre que la France revêt un intérêt capital en tant que marché. C'est un grand territoire, c'est très populeux, et c'est un pôle de compétences, de connaissances, et évidemment des clients très importants avec lesquels nous voulions avoir une relation davantage rapprochée. Donc, le plateau de Saclay a une présence universitaire, mais nous avons également vu la qualité des personnes qui évoluent sur ce plateau. Et bien entendu, les startups et les sociétés étaient déjà à proximité pour travailler avec elles. Donc, 2020, nous avons ouvert nos portes ici et nous avons recruté 140 personnes et 300 l'année prochaine, si tout va bien. Alors, vous évoquez cette question de l'écosystème. Pareil, Saclay n'implique pas uniquement des universités, même s'il y a une population estudiantine qui tourne ses regards vers l'avenir. C'est un écosystème également de grandes filières industrielles et constitutif d'autres parties prenantes. Alors, parlez-nous-en davantage de qu'est-ce que c'est que rejoindre cet écosystème. Pourquoi c'est important? Eh bien, c'est important parce que nous voulons nous brancher sur la recherche et être à la pointe en matière d'innovation. Nous voulions travailler avec les centres de recherche, les universités, d'où notre présence. Mais nous voulons aussi entamer des projets collaboratifs, rassemblant les centres de recherche, les universités et d'autres sociétés de droit privé, des grands acteurs comme les petits acteurs. Ce type de collaboration est important. Il y a la question de la cybersécurité, un projet important. Nous travaillons avec IMT et Thales, ainsi que d'autres sociétés. Donc, ça fait sens d'être ici. Alors, quel type de recherche est-ce que vous menez principalement? Alors, ce centre de R&D, du point de vue d'Ericsson, se situe sur un terrain un peu différent.
Pourquoi? Parce que ici, il s'agit de la technologie de pointe, de l'avenir, hein, les innovations qui vont se faire jour. Donc, à ce titre, c'est très stratégique. Hein. Nous regardons la question de la sécurité, l'apprentissage par machine, l'automatisation de nos produits, l'IA, le déploiement de ces différents produits également. Nous travaillons considérablement sur des réseaux critiques et faciliter l'utilisation de nos produits. Et toutes nos activités sont envisagées selon l'angle du développement de produits, des produits déjà existants. Hein, donc c'est la chaîne de valeur. Ce que vous venez d'entendre, j'imagine, est une parfaite illustration de ce que vous veniez de nous dire. Est-ce que les choix d'investissement en France sont extrêmement guidés par ce côté R&D, ou est-ce qu'il y en a aussi d'autres? C'est-à-dire que là, nous avons évidemment un focus sur la recherche scientifique, sur l'excellence de nos formations. C'est vraiment ça l'un des atouts de la France. Est-ce qu'il y en a d'autres d'un type, pardonnez-moi, plus classique? Alors, oui, effectivement, parmi les critères qui font choisir la France, on a de toute évidence cette capacité d'innovation. Et comme je le disais, le plan France 2030 qui permet de mettre à disposition 54 milliards au profit des entreprises qui viendront transformer l'économie, cela constitue un premier critère. Le deuxième critère que l'on voit souvent, c'est quand même la capacité industrielle de notre pays. Nous avons remarqué dans le bilan que nous avons publié l'année dernière une forte progression des projets industriels. Donc nous avons eu, certes, certaines désindustrialisations dans le passé, mais ce que l'on observe aussi, c'est que nous avons une main-d'œuvre qualifiée pour aller dans cette production industrielle. Et donc la France reste attractive dans des secteurs très traditionnels, mais qui sont en train de se transformer. Donc je crois que le point clé, c'est de voir que nous avons des transformations dans tout ce qui est énergie, transformation dans ce qui est les industries comme automobile, transformation dans le bâtiment. Et le point majeur, c'est de réussir à intégrer l'innovation dans les secteurs traditionnels. Et donc nous sommes très heureux de voir quand Paris-Saclay se mobilise et a ainsi des ambassadeurs, que les ponts sont faits entre les différents mondes et que c'est ces ponts qu'il faut absolument encourager, parce que, je le redis, à notre époque, c'est l'agilité. Les investisseurs viennent chercher des atouts structurels, mais ils viennent chercher aussi des réponses à leurs questions. Et donc le défi collectif que nous avons, c'est de bien faire savoir toutes les mesures et de bien accompagner tous les investisseurs étrangers en lien avec les entreprises françaises, qui sont une grande force. On a cité des entreprises françaises présentes ici, elles sont une très grande force pour les investisseurs étrangers et pour toutes les start-up aujourd'hui présentes à Spring. Monsieur Davis, je vais vous parler en français, du coup, puisque j'ai compris que vous étiez ici chez vous. On parle là de recruter des talents locaux, on parle de l'excellence de nos formations. Est-ce que, au sein de votre entreprise, qui, vous nous l'avez rappelé, a vraiment des centres dans beaucoup de pays du monde, vous êtes une entreprise mondiale, est-ce qu'il y a certains de vos chercheurs ou certains de vos salariés qui demandent à venir en France aussi en se disant, tiens, en fait, on est quand même très très bien là-bas? Oui, pour différentes raisons. Bien sûr, donc être en France, c'est intéressant quand on est français, à un certain moment de sa vie, mais aussi c'est, je dirais, un certain esprit de recherche, de pensée qu'on trouve en France qui est assez particulier. C'est en fait, quand on voit l'histoire de notre présence en France, c'est aussi grâce à cette façon de réfléchir à la française, une sorte de réflexion, je veux dire, cartésienne, mais en même temps marié avec la créativité, qui donne, je pense, un certain intérêt, un fort intérêt intellectuel et émotionnel à travailler avec d'autres personnes dans ce pays. C'était un des plaisirs pour moi, quand je suis venu en France, de découvrir cette manière de faire à la française. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci. Thank you very much. Thank you. Merci de votre présence. Merci nous avoir rejoints. Passez une excellente journée, bien entendu. C'est l'heure de la prochaine séquence dont nous avons introduit tout à l'heure un petit peu le concept. C'est merci, on les applaudit. Oui, merci pour nos ambassadeurs et ambassadrices.
et ambassadrice. C'est maintenant l'heure du pitch contest du Spring 50 avec toi, Alexandre. Tu vas recevoir 5 startups qui vont défiler ici sur scène sur la thématique de la Green Tech.